profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Personne ne croit que j'ai un jumeau. La semaine dernière, j'ai vu mon frère Jérémy pour la première fois depuis 5 ans. Lorsqu'il a levé les yeux vers moi, ses mains ensanglantées agrippant fermement des poignées de cheveux ensanglantés de cette pauvre fille. J'ai su à son expression que ce n'était pas un accident, qu'il avait voulu que je le trouve ainsi. En sentant ses yeux sombres me transpercer du fond de son visage pâle et en sueur, j'ai eu l'impression d'avoir 13 ans et d'être de retour à Ruisseau Rocheux. Sauf qu'au lieu de ressentir de l'amour et de l'admiration pour mon frère, je ne ressentais plus que de la terreur. Alors que je m'éloignais en courant du chemin de la maison et que je me dirigeais vers un café local où je me suis caché pendant une demi-heure, j'ai repensé à mon enfance avec Jérémy. Notamment à ce qui s'était passé lorsque nous étions entrés dans la maison des Richter, à la façon dont il avait crié lorsque je l'avais laissé derrière moi dans cet endroit, et à l'impossibilité pour lui d'être soudainement de retour après tout ce temps. Mais plus que tout, j'ai pensé à la façon dont il m'avait souri ce soir en enfonçant la tête de la fille dans le sol avec le fracas d'un melon trop mûr. De l'extérieur, le lieu Ruisseau Rocheux était considéré comme une sorte de milice ou même de secte, bien que ce ne soit pas tout à fait vrai. C'était un endroit isolé et fermé aux étrangers. Et oui, il y avait un bon nombre d'armes à feu, mais je me souviens qu'elles ne servaient qu'à la chasse ou à l'entraînement au tir. Et si certains membres du groupe avaient des opinions bien arrêtées et un peu bizarres sur certaines choses, eh bien, il y a toujours quelques personnes bizarres dans chaque groupe, n'est-ce pas ? Malgré tout, nous recevions périodiquement la visite de familles et enfants. Ils les appelaient « contrôles sociaux ». Mes parents parlaient de harcèlement. Ils disaient qu'ils voulaient simplement s'attaquer à notre communauté parce que nous ne voulions pas nous conformer. En grandissant, Jérémy et moi avons commencé à être de plus en plus mécontents de ces visites, en particulier lorsqu'ils m'ont emmené pendant 1 mois à l'âge de 9 ans. Ils n'ont jamais eu Jérémy, bien sûr. Nos parents refusaient de leur donner la moindre information, sauf par écrit, et Jérémy s'était toujours caché lorsqu'il venait. Nous étions nés dans l'enceinte. Il y avait donc très peu de traces de moi, à part celles des gens qui venaient vérifier l'état de santé, et il n'y avait aucune preuve de l'existence de Jérémy. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Après mon arrestation, Jérémy a commencé à se faire connaître de différentes manières. Une fois, les pneus de l'assistante sociale ont été coupés. Une autre fois, la vitre de sa voiture a été brisée. La police est venue à chaque fois, criant et menaçant d'enfermer quelqu'un, mais mes parents et moi étions avec l'assistante sociale lorsque la voiture a été endommagée, et aucun témoin n'a vu ce qui s'était passé. Après une visite, Jérémy m'a chuchoté qu'il avait fait quelque chose qu'elle ne remarquerait pas pendant un certain temps. Il n'a jamais voulu dire quoi, et vu la lueur diabolique dans ses yeux, j'ai décidé qu'il valait mieux ne pas savoir. Mais après cela, les visites se sont espacées, et c'est une autre femme qui venait. Lorsque nous avons eu 13 ans... Non, attendez. Permettez-moi d'aborder un point avant de poursuivre. Je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas. Mais si vous écoutez ceci, c'est que vous apprenez à me connaître un peu au fur et à mesure, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce que cela vaut vraiment si vous ne pouvez pas croire que ce que je dis est la vérité ? Je ne suis pas stupide. J'ai toujours beaucoup lu, et j'ai vu beaucoup de télévision et de films ces dernières années. Surtout des films d'horreur. Je sais que lorsque vous entendez parler d'un mauvais jumeau, vous pensez d'abord qu'il s'agit d'une ruse, que je suis fou et que j'ai imaginé un jumeau pour porter le chapeau quand je fais mal aux gens ou autre chose. Je comprends. J'ai vu ce genre de film aussi une 20aine de fois. Mais Jérémy est bien réel. Et quand nous avions 13 ans, il n'était pas du tout le mauvais jumeau. Au contraire, il a toujours été le meilleur d'entre nous. On pourrait croire que les jumeaux sont identiques sur toute la ligne. Ils parlent de la même façon, ils agissent de la même façon, ils ont un langage de jumeaux effrayant et une sorte de télépathie de jumeaux, n'est-ce pas ? Eh bien tout ça, c'est de la foutaise.
Jérémie a toujours été plus intelligent et plus fort que moi, et s'il lui arrivait de faire des bêtises, il était aussi la personne la plus gentille et la plus généreuse que je connaisse. Dans l'ensemble, nos vies n'étaient pas si différentes que si nous avions grandi dans un quartier de banlieue ou au milieu d'une grande ville. Nous avions des enfants avec qui jouer. Nous passions du temps avec nos familles et, bien que nous ayons été scolarisés à domicile, j'ai découvert lors de mon passage à l'école publique il y a 5 ans que j'étais bien en avance sur la plupart des autres élèves. Je dis tout cela pour expliquer que, malgré l'étrangeté de notre éducation, nous n'avons pas eu une mauvaise vie, et Jérémie n'était pas une mauvaise personne. En fait, le seul vrai reproche que nous ayons fait à nos enfants, c'est que nous nous ennuyions parfois. C'est d'ailleurs ce qui nous a poussés à partir en exploration la plupart des jours où il faisait beau. Nous avions commencé à faire des randonnées dans les bois à l'âge de 8 ou 9 ans, et à 13 ans, nous connaissions la zone sauvage de 10 km qui nous entourait, comme s'il s'agissait d'un immense jardin. Mais bien sûr, la familiarité engendre l'ennui, et nous continuions à aller de plus en plus loin. C'est au cours de l'une de ces excursions que nous avons vu une grande maison majestueuse au milieu des bois. Elle était en bon état, mais le jardin envahi par la végétation et l'allée à peine visible n'indiquait pas que quelqu'un y vivait. Et lorsque nous nous sommes approchés de la maison et avons regardé par la fenêtre, tous les meubles semblaient intacts. Le plus étrange, c'est que tout avait l'air très démodé, mais neuf. Comme si nous regardions dans le salon de la maison, mais que nous le voyions tel qu'il était 60 ou 80 ans plus tôt. C'est ce que nous avons raconté à papa pendant le dîner. « Vous avez dit que c'était au nord-est ? Cela ressemble à la maison des Richter. » Il haussa un sourcil en regardant entre moi et Jérémie. « L'endroit est abandonné depuis des années. Il l'était déjà quand j'étais enfant, en fait. » Ensuite, il se pencha en avant, nous jetant un regard conspirateur avant de s'assurer que notre mère était hors de portée de voix. « Nous avons toujours entendu dire qu'elle était hantée. » C'est tout ce que nous avions besoin d'entendre. Le lendemain, nous avons planifié une excursion pour explorer l'intérieur de la maison soi-disant hantée. Je me souviens que j'étais nerveux parce que Jérémie avait apporté un tournevis au cas où la porte serait fermée à clé, et je n'étais pas très à l'aise à l'idée d'endommager quoi que ce soit pour pénétrer à l'intérieur. Il s'est avéré que la porte d'entrée était déverrouillée et nous sommes entrés directement. Nous sommes restés dans la maison pendant environ 1 heure, explorant le premier étage, puis le second. Au début, nous faisions des blagues et essayions de nous effrayer l'un et l'autre. Mais à chaque pièce, l'étrangeté de l'endroit semblait nous attirer de plus en plus. On avait vraiment l'impression d'être dans une maison habitée d'une autre époque, ou dans un musée parfait qui aurait réussi à reproduire l'atmosphère imaginée d'un tel endroit. Il n'y avait même pas de poussière sur les tables ou d'insectes morts sur les rebords des fenêtres. Notre silence croissant était dû en partie à l'étonnement, mais aussi à la peur. Bien qu'il n'y ait rien d'effrayant dans ce que nous voyions, il y avait une erreur dans la justesse, si cela a du sens. Je me souviens avoir pensé aux sarracénies que ma mère avait l'habitude de cultiver. Elle nous montrait comment les insectes étaient attirés par la fleur, s'aventurant à l'intérieur si profondément qu'ils ne pouvaient pas s'échapper du fond. Le fond de la maison des Richter était naturellement le sous-sol, et c'était l'étage que nous avions gardé pour la fin. Je voulais désespérément que Jérémie se dégonfle pour que je puisse faire de même, mais mon estomac s'est effondré lorsqu'il s'est dirigé vers ce que nous avions déjà compris être la porte du sous-sol. Déterminé à ne pas paraître faible devant lui, j'ai sorti ma lampe de poche et je l'ai suivi dans la pénombre. Il n'y avait pas de lumière en bas. En fait, il n'y en avait nulle part, ni sur les murs, ni sur le plafond, ni sur les interrupteurs, ni sur les prises de courant. Pourtant, ce qui n'était qu'une curiosité excentrique en regardant les pièces éclairées par le soleil à l'étage, devint un autre mauvais présage alors que nous descendions péniblement les escaliers en bois dans l'obscurité oppressante du rez-de-chaussée. Les faisceaux de nos lampes de poche semblaient à peine faire une entaille lorsque nous avons atteint le bas de l'escalier, où nous avons dû avancer de quelques mètres avant que je puisse même voir le mur de briques qui constituait l'une des limites du sous-sol.
Même à ce moment-là, j'étais plus conscient de la lumière qui nous éclairait au fur et à mesure que nous nous approchions. J'ai eu un moment de panique à l'idée que quelqu'un était en bas avec nous. Mais j'ai ensuite réalisé que Jérémie riait. C'était un miroir, un grand miroir en pied, orné, accroché au mur le plus éloigné. En m'approchant, je pouvais voir nos silhouettes ombragées dans la faible lumière réfléchie des faisceaux de nos lampes de poche, imitant nos mouvements alors que nous étudions le miroir, puis que nous recommencions à regarder timidement autour de nous à la recherche d'autres choses qui pourraient se trouver là en bas. Mais il n'y avait rien. Le sol était en terre battue et les murs en briques, et à part le miroir immaculé accroché seul au mur, il n'y avait rien d'autre. Sauf que, en balayant à nouveau le sol en terre battue avec ma lampe, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose. Des empreintes de pas. Des dizaines de traces de pas sillonnaient la terre, la plupart bien définies et apparemment récents, bien qu'il soit difficile de s'en rendre compte dans cette maison. Cependant, je savais que la plupart de ces pas ne pouvaient pas être les nôtres, et j'ai senti mon cœur battre la chamade lorsque je me suis tourné vers Jérémie pour lui dire que nous devions partir. C'est alors que j'ai vu la silhouette dans le miroir. Elle se tenait derrière Jérémie, 2 bonnes têtes de plus que nous, et alors que je ne voyais qu'un aperçu fugace de son profil dans le miroir, elle avait l'air étrange, comme si elle était habillée de vêtements mal ajustés ou que son corps était déformé. J'ouvris la bouche pour crier un avertissement alors que je finissais de tourner la tête vers Jérémie. Mais il mourut dans ma gorge lorsque je ne vis rien derrière lui en dehors du miroir. J'ai détourné les yeux du miroir à temps pour voir la chose s'approcher de Jérémie. Dans la demi-seconde où j'ai détourné mon regard, Jérémie était déjà replongé dans l'obscurité. Ses cris surpris et terrifiés résonnant sur les murs nus, alors qu'il s'éloignait de plus en plus. Il ne s'agit pas pour moi d'être fou, mais il ne s'agit pas non plus d'être un héros. J'étais un petit garçon effrayé, et même si j'aimais mon frère, même si je me détestais en le faisant, j'ai couru. J'ai monté les marches 2 par 2, plus inquiet à l'idée que mes jambes soient saisies sous les escaliers que des cris de faiblesse que j'entendais de la part de mon meilleur ami au monde, de mon frère jumeau. Je n'ai pas arrêté de courir jusqu'à ce que je sois à 800 mètres de la maison, mes respirations agitées se mêlant à des larmes baveuses alors que j'essayais de rentrer chez moi pour raconter à ma famille ce qui s'était passé. J'ai vu la fumée 2 kilomètres avant de revenir à l'enceinte. Il y avait eu une sorte de raid gouvernemental ce matin-là après notre départ. Quelqu'un aurait détenu des armes illégales ou quelque chose comme ça, mais je n'ai jamais su tous les détails, même si les autorités m'ont interrogé après la fin de l'opération. Ils ne m'ont interrogé qu'une seule fois, et j'ai eu l'impression que c'était plus pour dire qu'ils avaient été minutieux que parce qu'ils pensaient que je savais quelque chose d'important. Au contraire, ils semblaient heureux de m'intégrer dans le système public et de m'oublier, d'oublier tout ce gâchis. Car d'une manière ou d'une autre, alors que la perquisition commençait à peine, la maison de mes parents a pris feu. Je n'ai jamais entendu d'autre explication qu'une pénurie d'électricité, ce qui semblait être une connerie, surtout compte tenu du moment. Quoi qu'il en soit, lorsque j'ai atteint la limite de l'enceinte, des agents m'ont fait faux bond en me disant que je ne pouvais pas entrer et que nos parents étaient déjà morts des suites de l'inhalation de la fumée. J'ai beaucoup haï au cours de ces premiers mois. Je me détestais. Je détestais les agents. Je détestais nos amis et nos voisins pour ne pas les avoir sauvés d'une manière ou d'une autre. Et le fait de ne pas connaître les détails de ce qui s'est réellement passé n'a fait qu'empirer les choses. C'était comme si mon monde entier m'avait été enlevé d'un seul coup et que je ne savais même pas comment ni pourquoi. Alors, je me suis rebellé. Je suis passé par plusieurs foyers d'accueil au cours de la première année. J'ai eu un petit casier judiciaire et j'ai consulté des conseillers. Finalement, j'ai réalisé que cela me demandait trop d'énergie d'être toujours en colère, de toujours trouver des raisons de tout détester. Ma famille d'accueil actuelle était en fait très gentille, et même si je ne la considérais pas comme ma vraie famille, j'avais l'impression que je pouvais lui faire confiance pour me traiter correctement
et se souciait de moi s'il m'arrivait quelque chose. Et ça, c'était bien plus que ce que Jérémie n'a jamais eu. J'ai eu une centaine d'occasions de parler de lui, de ce qui lui était arrivé, et je les ai d'abord saisis. Je l'ai dit à la police, à mon assistante sociale et même à ma première mère d'accueil. Tout cela a été accueilli avec scepticisme, en particulier la partie concernant le sous-sol. Mais ils ont convenu que quelqu'un devait aller vérifier. Mais lorsque la police s'est rendue sur place, elle n'a jamais pu trouver la maison, et encore moins un jumeau dont il n'existait aucune trace. C'était bien avant que je ne sois placé dans une famille d'accueil. Mais lorsque j'ai essayé une dernière fois d'en parler à Judy, ma première mère d'accueil, elle a souri comme si elle comprenait et m'a dit qu'elle passerait quelques coups de fil pour voir ce qu'elle pouvait trouver. Je savais, d'après son expression, qu'elle avait déjà entendu dire qu'ils n'avaient rien trouvé lorsqu'ils avaient cherché auparavant. Et cela n'a pas été une grande surprise lorsque je me suis retrouvé dans un orphelinat d'État plus tard, le même mois. J'ai donc appris à faire comme s'il n'existait pas. Je disais au thérapeute que je l'avais inventé parce que j'étais tellement bouleversé par la mort de mes parents. Ils n'ont pas cherché à en savoir plus après avoir vérifié que je ne délirais plus. Et au fil des ans, il est devenu de plus en plus facile de me croire. Non pas que j'ai jamais vraiment cru qu'il n'était pas réel, mais l'esprit est une chose très flexible et égoïste. Je pensais de moins en moins à lui au fur et à mesure que je m'adaptais à ma nouvelle vie. Ma nouvelle vie normale. Mes idées de culpabilité et de perte ont été lentement remplacées par de nouveaux amis, des rendez-vous et des demandes d'inscription à l'université. Et puis, l'autre jour, j'ai pris le raccourci habituel entre ma maison et mon travail du week-end, et il était là, en train de tuer cette fille, ses yeux sombres et indéchiffrables me fixant. Assis au café, en me remémorant mes souvenirs, j'ai réalisé que même si ses yeux étaient étranges et que sa peau semblait pâle et moite de loin, il me ressemblait tout à fait. Sa coupe de cheveux, sa barbe légère, ses putains de vêtements. Il portait les mêmes vêtements que moi. J'ai couru jusqu'à la maison en essayant d'avoir quelqu'un qui réponde. Richard ou Patricia, mes parents adoptifs, ou leur fille biologique Sonia. Personne ne répondait. Au coin de notre rue, je n'ai vu aucun signe de problème évident, mais je n'étais pas sûr de ce qu'il fallait chercher. Je voulais appeler la police, mais je m'étais d'abord abstenu parce que ce que j'avais vu sur le chemin était si bizarre que je ne pouvais pas être sûr de ne pas être en train de délirer cette fois-ci. Maintenant, alors que je courais vers la maison pour essayer de les prévenir, je ne voulais pas ralentir pour appeler avant de savoir qu'ils étaient en sécurité. Lorsque j'ai atteint la maison, j'ai vu à quel point ils étaient en sécurité. Ils étaient assis autour d'un bon repas de famille, ce qui était toujours important les soirs de week-end. J'ai été un instant déçu de voir qu'ils commençaient sans que je sois encore à la maison. Mais j'ai réalisé que ce n'était pas le cas. Jérémie était là, souriant et riant. J'ai regardé avec horreur les participants prendre leur place et Richard a demandé à tout le monde d'incliner la tête pour bénir la nourriture. Tout le monde a fermé les yeux et prié, sauf Jérémie, qui s'est tourné vers moi à la fenêtre. Il m'a regardé en silence pendant plusieurs instants, grinçant des dents comme un singe enragé ou un chien enragé, tandis que ses yeux se tournaient vers Richard, qui terminait la prière. Lorsque tout le monde a levé les yeux, Jérémie a recommencé à sourire à sa nouvelle famille.